Je suis Annie, enseignante orthopédagogue au primaire. Diane Richard, éducatrice spécialisée. Noëlla Boudriot, thérapeute en relation d'aide. Farah Aïd Saïd, travailleuse sociale. Simon Pagé, orthopédagogue. Soumaya Belloussine, psychologue. Au nom de Réinfo COVID Québec, bienvenue à cette présentation. Notre mission est de réinformer la population sur les politiques et les mesures sanitaires en vigueur. C'est aussi de soutenir la prise de parole des professionnels qui sont isolés ou exclus ou bâillonnés dans leur milieu. Nous avons déjà organisé une sortie de médecins, de scientifiques, d'avocats. Alors aujourd'hui, nous donnons la parole à des professionnels intervenant sur le terrain, des professionnels de première ligne. Depuis 2 ans, on n'entend que parler du virus et de ses effets néfastes sur la santé et le système hospitalier. Mais il y a un éléphant dans la pièce. C'est les effets néfastes des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce virus. On appelle ça les dommages collatéraux. Et ces dommages prennent toute la place, touchent tous les pans de la population. Enfants, adolescents, parents, travailleurs, personnes âgées. Et c'est de cette réalité-là que sont venus ce matin nous parler les intervenants de terrain qui côtoient au quotidien les conséquences de ces mesures. Alors, laissez-moi vous les présenter. D'abord, les 3 premiers intervenants à ma droite sont des professionnels qui travaillent auprès des jeunes et vont nous décrire donc les conséquences dans ces milieux de jeunes. Tout d'abord, à l'extrémité de la table, Anne-Sophie Kunsch, orthophoniste, viendra nous parler des effets nocifs du port du masque chez les enfants. Sera suivi de Éric Dubé, qui est éducateur spécialisé depuis 20 ans dans une école secondaire, qui, lui, nous décrira la dure réalité que vivent au quotidien les adolescents. Et finalement, Mélanie Ouimet, consultante et chercheur en autisme, nous parlera des effets sur le cerveau de l'anxiété et du stress que vivent depuis 2 ans la majorité des jeunes. Alors, à vous la parole, Anne-Sophie. Merci. En tant qu'orthophoniste qui a à cœur le bien-être des enfants, laisser aller les choses qui leur font du tort est inconcevable. Des études parues en temps de pandémie, ainsi que mon expertise de plus de 10 ans, confirment mes inquiétudes. Le port du masque par les adultes qui entourent les enfants, les fermetures d'écoles, les périodes de confinement, la réduction des contacts sociaux et des environnements stimulants sont des mesures indéniablement nuisibles au développement des enfants. Le masque cache la moitié du visage, rendant le support visuel des lèvres inexistant, bloquant ainsi une grande partie du message non verbal, comme l'interprétation des émotions. Ces informations sont très importantes dans la compréhension réelle du message qui nous est transmis. Le masque diminue également la portée de la voix de 12 décibels et la prononciation est moins claire. Les enfants ne peuvent plus se fier à la lecture labiale, sachant que celle-ci améliore de 50 à 60% la compréhension. Quand on sait qu'une personne sans difficulté se fie à la lecture des lèvres pour soutenir sa compréhension, imaginez maintenant le fardeau imposé aux enfants vulnérables, l'isolement social qu'ils peuvent vivre. Ces enfants, ce sont vos enfants, vos neveux-nièces, vos petits-enfants. Ils sont en pleine acquisition du langage, mais l'adulte qu'ils voient plusieurs heures par jour porte un masque sur le visage. Les enfants ont besoin de voir la bouche de l'adulte pour apprendre à bien prononcer et pour apprendre de nouveaux mots. Selon l'INSPQ, pendant la pandémie, les pertes ou dégradations du vocabulaire ont augmenté de 7,3%. À mon sens, le gouvernement n'a pas pris en compte toutes les études l'informant des risques énormes reliés au port du masque. La balance risque-bénéfice est en déséquilibre. Sachant que le risque d'être hospitalisé de la COVID chez les 0-17 ans est d'environ 0,3%. Quels sont donc les bénéfices à porter un masque chez l'adulte qui prend soin d'eux?
Le port du masque lorsqu'il y a un risque de contagion, oui, mais lorsqu'on est en santé sans comorbidité, non. Risquer le développement de nos enfants et augmenter les situations de difficulté pour nos enfants vulnérables, qui représentent 20 à 25% des enfants, est à mon sens inconcevable et irresponsable. De plus, les études démontrent que les enfants nés durant une pandémie ont un risque 3 à 5 fois supérieur de développer un retard de développement verbal, moteur et ou cognitif. Les conséquences des mesures sanitaires ne s'arrêteront pas lorsque la pandémie sera terminée. Ces enfants, ces jeunes en ont pour des années, peut-être des décennies, à subir les conséquences multiples de ces mesures. Alors pourquoi hypothéquer leur avenir lorsque les risques liés à la COVID sont si minimes pour eux? Assistons-nous, les bras croisés, au sacrifice d'une génération de notre relève, de nos futurs travailleurs, soignants, enseignants, de nos futurs aidants? Ces observations sont préoccupantes et devraient être entendues et discutées immédiatement. Merci. Merci Anne-Sophie. Éric? Bonjour à tous. Si je brise le silence aujourd'hui, c'est pour exprimer le vécu de plusieurs personnes, autant des jeunes que des parents, ainsi que des membres du personnel qui n'osent pas parler dans le milieu scolaire à cause des tensions, des divisions créées par la crise que nous vivons. Ne reconnaissant plus l'école publique après 2 ans de pandémie et de mesures aussi incohérentes que destructrices pour les relations humaines, nous sommes extrêmement inquiets des impacts sur la socialisation et la réussite scolaire à long terme qu'ont les effets de la peur et la culpabilisation qui règnent depuis trop longtemps dans les écoles du Québec. Une peur constante de contaminer quelqu'un et l'anxiété se fait ressentir partout dans les écoles. Cette peur étant engendrée par le message anxiogène répété par les médias et les autorités de santé, est plus contaminante et délétère que le virus lui-même. Nous le savons tous, l'anxiété affecte et abaisse ses défenses immunitaires. L'augmentation fulgurante de la détresse psychologique et des tentatives de suicide, quand ce n'est pas le suicide lui-même, est une réalité de tous les jours dans les écoles depuis 2 ans. Ces répercussions sont causées par la perte de repères et une difficulté à se projeter dans l'avenir n'étant pas très rassurant pour les élèves en ce moment. Le masque étant un signe d'oppression et de soumission pour les jeunes, l'incompréhension de leur part est palpable. Quoi répondre à Rosalie ou Cédric qui vous demandent pourquoi après 2 doses de vaccin doit-on encore porter un masque alors que nous respectons les consignes depuis 2 ans? Je vous le demande. Beaucoup de ceux-ci subissent les répercussions économiques de cette crise comme la perte d'emploi de leurs parents et la précarité domiciliaire. Ils vivent aussi de la violence, des ruptures relationnelles et des abus domestiques à cause des tensions créées par le contexte global anxiogène. Des deuils aussi d'être chers comme des grands-parents dans des conditions déshumanisantes accentuant le climat de peur et de traumatisme. Les confinements répétitifs et l'école en ligne impactent aussi considérablement la socialisation et la réussite scolaire alors que la mission de l'école est d'instruire, socialiser et qualifier. On observe une hausse de consommation de drogue, de médicaments et de jeux en ligne demandés aux parents. Des jeunes déjà extrêmement exposés aux nouvelles technologies qui sont très nocives pour la santé mentale et physique, engendrant dépendance et obésité. On y voit de plus en plus de démotivation scolaire résultant du décrochage suite à l'école en ligne, au secondaire ainsi qu'au collège. Les élèves se plaignant d'une perte de sens de leur choix de cours et de carrière. Tant de millions investis dans l'école à distance et les tablettes électroniques alors que les problèmes sont dans les CHSLD et les hôpitaux, nous dit-on. Au nom de tous, je m'adresse à vous, M. Legault, ainsi qu'à ceux qui prennent les décisions en matière de santé. J'exhorte votre présence dans les écoles pour venir constater l'ampleur des dégâts. Le personnel des écoles est inquiet pour cette génération à qui nous n'apprenons plus à vivre ensemble. Dites-nous, M. Legault, est-ce vraiment efficace pour diminuer les hospitalisations d'empêcher des jeunes de participer à des activités sportives alors que c'est bon pour la santé mentale et physique? Des jeunes qu'on ostracise parce qu'ils ne respectent pas le statut vaccinal? Pourquoi cet acharnement à faire porter le poids et la responsabilisation des problèmes du réseau de la santé, déjà saturé avant la crise, à des élèves qui, pour des raisons de santé ou de précaution, choisissent de ne pas prendre le vaccin?
Comme toutes les écoles ont un plan de lutte contre la violence, devrions-nous pas interpréter ce genre de comportement comme de l'intimidation, M. Legault? L'école n'est-elle pas un lieu d'acceptation des différences individuelles et de choix? M. Legault, l'école publique n'est pas un laboratoire pour tester une quelconque ingénierie sociale, pour nous faire accepter un nouveau normal tel que martelé par les médias et les autorités sanitaires. Pour nous, la normalité, c'est le vivre ensemble dans lequel la joie collective prend forme. Les jeunes en sont le terreau fertile pour la société à venir. L'école doit être imprégnée de stabilité, de confiance et d'harmonie les uns envers les autres. Sommes-nous en train de sacrifier la société de demain? À vous de répondre, M. Legault. Merci. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour nos enfants? Quand on vit des changements qui bouleversent notre quotidien et notre mode de vie habituel, on va vivre du stress. Et c'est ce qu'on vit de manière intense depuis le début de la pandémie et nos jeunes n'y échappent pas. Entre le confinement, les bulles classe, le lavage des mains, le masque, la distanciation, le manque de rapprochement physique, les restrictions dans leur sport et loisirs, qui prend soin de leur cœur? C'est vrai qu'on peut difficilement mesurer les impacts négatifs qu'ont les mesures sanitaires sur nos jeunes, mais on sait en revanche que le cerveau des enfants est très vulnérable au stress. Depuis le début de la pandémie, on entend souvent que les enfants et les adolescents sont résilients. Sauf que le cerveau humain y est préprogrammé pour être en relation. L'environnement dans lequel un jeune évolue a une influence majeure sur le développement de son cerveau et sur le processus de résilience. En cette période de pandémie, on a tendance à surestimer la capacité d'adaptation des jeunes et à minimiser les impacts négatifs du stress chronique et du manque de relations affectives sécurisantes sur le développement de leur cerveau. Un enfant seul ne peut pas s'adapter. Il ne peut pas tempérer le stress qu'il vit. Quand un enfant ressent des émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, l'amygdale cérébrale répond à ce stress corporel et des molécules de cortisol et d'adrénaline sont sécrétées. En quantité importante et sur une longue période de temps, ces hormones de stress sont toxiques pour l'organisme de l'enfant. Quand un jeune est sous stress chronique, c'est tout le processus de maturation de son cerveau qui est compromis. Et malheureusement, actuellement, force est de constater que plusieurs jeunes n'évoluent pas dans un environnement favorable. Et on le constate par une hausse remarquable de comportements d'attaque ou de fuite, comme l'opposition, des crises, la provocation, la procrastination, des addictions. On le constate aussi par des hausses de troubles d'apprentissage, des retards de langage, des troubles de concentration, des troubles alimentaires, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, la démotivation, des tentatives de suicide, même chez des jeunes âgés de 8 ans seulement. C'est ça, la nouvelle normalité. Ces comportements devraient être un signal d'alarme sur la détresse et la souffrance que vivent nos jeunes. C'est un signe indéniable que l'adaptation et la résilience ne se font pas. Aussi, dans les réactions physiologiques du stress, l'immobilisation, c'est la réaction qui passe souvent inaperçue. Mais l'état d'immobilisation à cause des traumatismes. Les enfants qui semblent s'accommoder et écouter sans rouspéter les consignes, ils peuvent être figés par le stress chronique qu'ils vivent. Et on devrait prêter une attention particulière aux enfants qu'on qualifie de sages. Nos enfants, ils sont pas malades. Ils n'ont pas plus de troubles neurologiques qui nécessitent une médicamentation qu'avant la pandémie. C'est l'environnement dans lequel évoluent nos jeunes qui est instable et incompatible avec leur développement. Et en plus, les adultes qui les accompagnent sont souvent eux-mêmes en situation de stress chronique et de détresse. Donc, c'est vraiment difficile de leur offrir tout le soutien nécessaire, même avec toute notre bonne volonté. Pour grandir, le cerveau d'un enfant a besoin de sécurité affective, de contact physique, de liens d'attachement, d'appartenance. Cet espace sécuritaire dans lequel un enfant se sent libre, respecté, aimé, vu et entendu est un enjeu de santé publique majeur. Alors, qui s'occupe du cœur de nos jeunes? Merci à vous trois. Alors, à l'autre bout du continuum, il y a la souffrance que ces effets
des mesures gouvernementales causent chez les personnes âgées. Et Chanel Lucier, travailleuse sociale et père aidante, va nous en parler. C'est chargé d'émotions que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que proche aidante de ma mère atteinte d'Alzheimer et en tant que travailleuse sociale ayant œuvré en milieu hospitalier durant la crise actuelle. J'ai décidé de prendre la parole avec courage et détermination, mais surtout avec douceur et bienveillance, afin de partager mes préoccupations et celles de nombreux confrères et consoeurs concernant les impacts des mesures gouvernementales prises depuis des mois. Depuis le début de la pandémie, les répercussions des décisions prises à l'égard des aînés sont palpables. Ce groupe de personnes qui étaient déjà à risque d'isolement social, cette population vulnérable, incluant les personnes vieillissantes et en perte d'autonomie, souffre en silence. Leurs proches et les travailleurs de la santé, eux, peuvent se faire entendre. Soyons leur voix. Depuis 2 ans, nous sommes à même de constater une détérioration globale de leur état tant au niveau physique que cognitif, émotionnel et mental, dû à certaines règles et mesures déshumanisantes. Voici quelques exemples ayant entraîné des impacts négatifs sur leur qualité de vie. Isolement. Quarantaine enfermés à leur chambre ou dans des établissements prévus à cet effet. Prise de repas seul à la chambre. Proximité physique et relationnelle interdite. Accès au réseau naturel de soutien restreint et même refusé en ressources d'hébergement et en maisons de soins palliatifs. Changements nombreux et continuels quant aux mesures en place. Des impacts, il y en a plusieurs. Manque de personnel en soutien à domicile et en ressources d'hébergement. Rupture de liens sociaux avec des personnes significatives. Manque de stimulation physique, intellectuelle, affective et sociale. Régression et perte d'autonomie physique et cognitive. Perte de dignité. Sentiment d'abandon et de rejet. Perte de contact physique chaleureux. Détresse psychologique. Envie de mourir. Anxiété. Insécurité. Incompréhension. Perte de repères. Division dans les familles. Désengagement et épuisement de certains proches aidants. Ce portrait est d'une tristesse insoutenable. L'accès refusé de personnes significatives et de proches aidants auprès de leurs parents, familles et amis en perte d'autonomie est tout simplement violent, voire même traumatisant. Devant une telle situation, l'impuissance vécue est souffrante. Alors que le système de santé est mis à mal, qu'il manque de personnel et que le personnel restant est épuisé, comment peut-on se priver des proches aidants pouvant pourtant apporter leur soutien? Le but de mon intervention est un réel cri du cœur, afin que des pistes de solutions soient envisagées. S'est-on réellement penché avec sensibilité et compassion sur l'impact des mesures sur nos aînés? Qu'a-t-il été concrètement fait pour prendre soin d'eux durant cette crise, outre l'administration d'un vaccin? Le gouvernement n'a cessé de répéter qu'il fallait protéger les plus vulnérables. Mais la vulnérabilité n'est pas que physique, elle est aussi psychologique et affective. Comme le mentionne l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Peut-il y avoir un espace pour entendre nos préoccupations et nos cris d'alarme quant à la santé de nos aînés dans sa globalité? Qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place aujourd'hui afin que nos personnes âgées ne soient plus jamais traitées avec si peu de considération? Merci. En conclusion, Anne-Marie Bellemare est travailleuse sociale dans le réseau de la santé depuis 25 ans et elle va nous rappeler, si nous l'avions oublié, la dégradation des conditions et des relations de travail dans le secteur public suite aux mesures et aux décrets du gouvernement. Bonjour. Je tiens à dénoncer la violence provoquée par la tentative du gouvernement québécois d'imposer le décret sur la vaccination obligatoire pour les employés du réseau de la santé et des services sociaux. Le décret, à coup de données questionnables et sans aucun débat avec les employés du réseau, semblait plus basé sur une crise politique que sanitaire et a exacerbé un sentiment collectif de peur et d'anxiété.
D'anges gardiens, nous les employés du réseau non vaccinés sommes devenus des persona non grata. Ceci a provoqué un clivage entre ceux qui apportent protection aux usagers et ceux qui les mettent en danger. La tentative du décret a causé une pression énorme sur les employés et sur tout le système. Plusieurs d'entre nous, vaccinés ou non vaccinés, avons ressenti cette pression comme une violence institutionnelle qui a causé plusieurs dommages collatéraux et des dérapages que nous déplorons. Il y a eu de l'intimidation avec des propos parfois virulents et infantilisants à l'égard de ceux et celles qui avaient fait le choix éclairé de ne pas se faire vacciner. Il y a eu des bris de confidentialité sur le statut vaccinal des employés. Il y a eu une pression énorme sur les gestionnaires pour qu'ils réorganisent in extremis une structure déjà malmenée dans un système à bout de souffle. Comment remplacer des milliers d'employés en congé sans solde? Ce marathon était voué à l'échec et n'a fait que mobiliser inutilement des ressources précieuses au détriment des services offerts à la population. Tout statut vaccinal confondu, nous avons vécu de l'anxiété, du découragement, de la tristesse, de la peur et même de la haine parmi nous. Certains ont eu des idéations suicidaires, d'autres sont partis en congé de maladie ou ont carrément démissionné. Lorsqu'un gouvernement annonce publiquement que si vous refusez de vous faire vacciner, c'est que vous n'avez pas choisi le bon métier, puis le lendemain de la levée du décret annonce que on ne veut pas de vous, mais on n'a pas le choix de vous garder, eh bien, nous assistons collectivement à un triste moment de l'histoire du Québec, d'où personne n'est sorti gagnant. Au contraire, on a toutes et tous perdu, car la démocratie et le respect ont été insidieusement malmenés. En terminant, je tiens à rendre hommage à mes collègues qui sont restés unis, vaccinés ou non, devant cette violence, et à ceux et celles qui, devant la peur de se retrouver à la rue, ont subi une vaccination sans réel consentement éclairé. Au gouvernement et aux journalistes qui ont, semble-t-il, sciemment semé la peur, la confusion et la division entre les Québécois, je vous demande aujourd'hui, pourquoi toute cette violence envers nous? Pourquoi ne pas avoir recherché ensemble des solutions alternatives, intelligentes et novatrices? L'heure nous semble maintenant venue de retrouver notre solidarité et le respect fondamental des droits de chacun à disposer de sa santé. Monsieur Legault, n'est-ce pas l'idéal recherché par toute la nation québécoise? Alors, merci Anne-Marie, merci Chanel, merci Mélanie, merci Éric et Anne-Sophie. Voilà. Alors, on n'a pas à s'excuser pour ces larmes-là. C'est un cri du cœur. Je vous remercie tous pour votre intégrité, votre générosité et votre courage. Courage, ça vient du mot cœur. Et je pense que c'est un cri du cœur que ces personnes sont venues ici nous porter, nous lancer. Et en fait, c'est quoi le message, si on peut le résumer? C'est que le remède que le gouvernement Legault nous a imposé, nous a rentré dans la gorge pour faire face à cette crise, est un remède de cheval. Un remède pire, 100 fois pire que la maladie dont il prétend nous prévenir. Alors, propageons la parole de ces intervenants.